je vais parler du projet que je, du projet, enfin en tous les cas, du projet que nous avons fait sur Rosé, qui est en cours, qui est plutôt devant nous que derrière nous. Donc je vais avoir l'occasion de vous expliquer ce qu'il en est, mais pas uniquement, puisque je pense que déjà je vous remercie de m'inviter à ce beau débat et sur ce sujet. J'ai mis là, je dis pas uniquement parce que je pense que la Loire, c'est évidemment, elle passe, mais elle va bien au-delà. J'ai mis cette photo de Lavaux. Il se trouve que je travaille aussi avec le pôle métropolitain sur le thème eau et paysage sur ce site entre Savenay et Lavaux. Pour dire que ce qui est assez, moi, me touche beaucoup dans cette thématique du fleuve, c'est que ça traverse des villages, ça traverse des paysages naturels, ça traverse des paysages industriels, ça traverse des paysages urbains, et ça raconte la métropole, c'est-à-dire ça raconte à la fois les différences et ce qui est en commun. Donc c'est une belle manière de rentrer dans la question métropolitaine qui aujourd'hui est difficile en France. On n'a pas une culture de la métropole, alors qu'en fait au quotidien on fait tous, plus ou moins, pas tous, mais en tous les cas les Nantais, les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais, etc., font partie d'un système métropolitain avec des complémentarités des sites qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui néanmoins vivent ensemble. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans le centre de Nantes, en fait, ont la chance de pouvoir bénéficier de ce type de paysage, et à l'inverse, les gens qui habitent dans ces villages ont aussi la chance d'avoir pas très loin un bassin d'emploi et des services métropolitains qui sont ceux de l'agglomération nantaise. Donc il y a une sorte de complémentarité d'échange que résume bien l'idée du fleuve, je trouve. Donc moi, c'est d'abord ça qui m'intéresse dans votre. C'est pas moi qui amène ça, mais c'est pour ça que j'ai mis cette image. Et quand on a commencé, en fait, on nous a posé il y a 3 ans la question de la mutation du site, en gros, entre Pirmil et Rosé, Saint-Jacques, Faubourg Saint-Jacques et Bougnay même, sur à peu près un peu plus de 2 kilomètres. Donc à la fois Nantes, il y a 3 communes, hein, principalement Rosé, mais Nantes, Rosé et Bougnay. On a commencé par faire cette carte pour essayer de comprendre où on était, pas simplement sur le secteur des îles. Donc le secteur sur lequel on a travaillé, c'est celui-là. Et en fait, on s'aperçoit que la question de l'estuaire et notamment de ces paysages là que j'ai montré tout à l'heure se prolonge. Alors le rapport, disons, je dirais ce qu'on dit de manière un peu méchante, la tache urbaine, c'est pas un très joli nom, mais en tout cas la partie grise là, qui est la partie de l'agglomération nantaise, elle a un rapport avec l'hydrologie, je dirais, un peu différent au nord et au sud. C'est plutôt radial en haut, l'Erdre et les différentes vallées qui descendent, alors qu'on est plutôt tangentiel au sud avec la Sèvre qui vient rejoindre la Loire à Pirmil et qui ensuite longe la rive gauche de la Loire, oui, pardon. Donc on a une sorte de dissymétrie, vue de Nantes en tous les cas, il y a une sorte de dissymétrie assez forte. C'est pas le même système. On va dire si on parle de trame verte entre guillemets, c'est pas la même chose. Et il se trouve que la vallée de la Sèvre là, qui est très, on la voit même, je suis monté tout à l'heure sur le toit, on voit très bien en fait, qui est très verte, très épaisse, très généreuse, on va dire, jusque à Pierremille. On a ici des endroits qui sont aussi des continuités, même s'il y a le port ici évidemment, mais derrière. Et puis il y a le chaînon manquant en gros. Donc nous on s'est dit finalement, enfin c'est Actou Sud, il y a évidemment les villages qui sont très beaux, mais il y a cette grande zone commerciale d'Atout Sud, la zone d'activité de l'île Massé, qui est une sorte de, entre guillemets, chaînon manquant dans la trame verte, parallèle ou en tous les cas tangente, qui vient tangenter la Loire à cet endroit. Et potentiellement, il y a un enjeu très important ici, parce que c'est sans doute un des rares endroits de la partie centrale de l'agglomération, je dirais, où on pourrait avoir un contact avec le fleuve. Juste un dessin pour dire que, évidemment, l'enjeu, c'était une sorte d'anamorphose, c'est pas un vrai dessin, mais là, il y a le viaduc de Saint-Nazaire, etc., une sorte de raccourci, là, les grues de l'île de Nantes, et puis Béguincet, ici. Tout ça, c'est un paysage qui potentiellement, en fait, potentiellement, on a la chance de pouvoir avoir un lien dans la vie quotidienne avec le paysage du fleuve. On l'a pas toujours.
Certains l'ont, d'autres l'ont pas. Mais en tous les cas, on a un potentiel incroyable ici en termes de rapport à ce fleuve, avec des variations. C'est-à-dire qu'évidemment, le village, la ville, des formes urbaines qui peuvent varier, mais en tous les cas, quelque chose qui s'ouvre vers le fleuve. C'est un peu l'hypothèse de départ de ce projet, qui part aussi de l'existant, puisque aujourd'hui, c'est un site qui est habité. Il y a des villages, et ces villages, les 3 villages, Bacille, Autille et Trentemou, qui sont au bord du fleuve précisément, avec un rapport très fort à ce paysage. Donc, de manière plus rapprochée, là on voit bien les radiales, la tangentielle en bas, l'île de Nantes dont on vient de parler, et puis le site sur lequel on travaille, la confluence avec la Sèvre, le port qui est ici, Bouguenais, Rezé et Nantes. Alors j'ai mis cette image parce que c'est un zoom avec ces lignes de transport, les petits points étant les arrêts de tram. Donc moi je suis assez d'accord avec ce qu'il avait dit, la centralité c'est quelque chose d'assez complexe. Il n'empêche qu'à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire à cette échelle-là, on est dans une zone centrale. En tous les cas, on n'est pas dans une zone périphérique, c'est-à-dire qu'on est à quelques minutes. On a une possibilité de prendre le transport en commun, on a une possibilité de faire du vélo, qui nous met, ou même d'aller à pied. On a quelques minutes de grands services ou de grands équipements métropolitains et de la plupart des zones commerciales centrales, etc., etc. Donc on n'est pas, c'est peut-être pas évidemment pas l'hypercentre, on va pas jouer sur les mots, c'est pas non plus le centre, mais ça n'est pas non plus la périphérie, c'est-à-dire on est quand même dans un site qui est très équipé, y compris en transport, hein. Alors là, il y a une sorte de parenthèse, on voit bien que sur le site de Rezé des Îles, il n'y a pas beaucoup de transport, il y a sans doute des projets qui vont mailler, enfin c'est l'objet aussi de cette étude, hein, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, d'un maillage plus intense que ça, mais on est quand même dans une offre de transport ici qui est bien celle d'un centre d'agglomération et pas d'une périphérie, et ça change quand même beaucoup la donne. Ça veut dire qu'habiter là, potentiellement, enfin ceux qui habitent déjà dans les villages, ils ne sont pas forcément obligés de prendre la voiture tout le temps. C'est là, ça la grosse différence, hein. Donc c'est une vraie offre de centre d'agglomération, ça, quand on n'est pas obligé de prendre la voiture tout le temps. J'ai mis cette image, alors je disais que je ne vais pas parler que de l'île de Nantes, ou de l'île de Rosé, pardon, mais je ne vais pas non plus parler que de Nantes. Ça, là, ici, on est à Stockholm. Euh, alors, c'est évidemment pas ce qui va se passer à Rosé, je vous rappelle, je vous rassure tout de suite. Mais c'est juste une image pour dire, c'est une image, c'est évidemment pas ça qui va arriver, mais c'est une image pour dire que dans beaucoup de villes européennes, Nantes était métropole verte. Dans beaucoup de villes européennes, en fait, vous avez une certaine densité urbaine, qui là est vraiment une densité de centre-ville pour le coup, des transports. Là, il y a une station de métro qui est juste là. Et cette fragment ici, alors je n'ai pas dézoomé, mais grosso modo, ici, il y a plusieurs kilomètres de ce côté de baie, de mer de ce côté. Et quand vous prenez cette allée-là, vous êtes à 2 minutes, vous vous retrouvez en pleine nature, dans un paysage qui évidemment est suédois, donc qui ne ressemble pas à Lavaux, mais qui, d'un point de vue, je dirais, de l'oubli de la ville, ressemble à Lavaux. C'est-à-dire que vous êtes projeté dans un espace complètement naturel, à 2 pas de la station de métro et d'une ville dense. Cet enjeu-là, d'avoir à un moment donné, d'être proche d'activités centrales dans la ville, en fait, même si évidemment là, on n'aura pas cette forme urbaine-là, mais à la limite, le village de Trentemou, aujourd'hui, c'est de cet ordre-là. Enfin, c'est-à-dire c'est la ville, quoi, on va dire. Euh, des transports qu'il n'y a pas encore, mais qui pourrait y avoir. Question de masse critique. Et puis un système naturel qui est évidemment habité. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, hein, et qui est peut-être de moins en moins habité, qui est en contact avec l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est dedans, on est en plein milieu de l'animation et d'une offre urbaine, et en même temps on est en contact avec des paysages naturels très, très généreux. Alors, bon, les trams verts dont j'ai parlé, bon, Copenhague on en a parlé un peu tout à l'heure, et je parlerai un petit peu plus d'Helsinki, où alors évidemment, eux, c'est une ville de 680 000 habitants à peu près, il y a 1 million à peu près dans l'agglo. Donc c'est un peu plus grand, mais disons, l'échelle de grandeur est à peu près semblable. Évidemment, la forme, c'est pas le fleuve, c'est la mer, mais c'est du même ordre, je veux dire, c'est une question naturelle finalement,
qui dépend pas de nous, qui est là, dont on hérite. Alors la forme fractale fait que quand on est là, on est toujours à 2 km, soit d'une plage, soit d'une forêt, soit de la mer. C'est évidemment une proximité. Je vais parler d'un secteur ici d'une manière d'urbaniser en fait avec la nature et de collaborer finalement. Mais je voulais aussi parler de ce qui se passe ici. Ça fait 15 km de long, là, cette séquence là. Et ici, vous êtes dans l'hypercentre, c'est-à-dire que vous avez, alors Helsinki c'est la capitale, mais il y a le Parlement là. Le Parlement juste au bout, et quand vous remontez là c'est coupé parce qu'il y a le cadre, mais là vous avez 1000 km de lacs et de forêt, quoi. C'est-à-dire c'est tout le pays, toute la nature là, qui arrive et qui part dans ce parc. C'est une rivière évidemment, hein. Donc là on a un sujet commun. Et sur ce parc, depuis un siècle, se sont posés tous les grands équipements. Donc le Parlement, parce que en fait ça c'est date de 1900, des années 30, même le Parlement il a été construit. Et il y a eu une idée, etc. Puis l'opéra, le Palais des Congrès, le Musée national, etc. L'auditorium, la Bibliothèque nationale. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est la question de la gouvernance qui a été posée tout à l'heure. Et de la manière de faire de l'urbanisme sans faire de plan masse, avec une idée culturelle derrière la tête, une idée partagée par beaucoup. En 1911, cette idée-là de parc, elle est venue. En 1911, il y a eu un projet, donc avant l'indépendance de la Finlande, parce qu'on dit souvent les projets urbains, ils réussissent parce qu'il y a eu un maire pendant 20 ans. Or, il y a la stabilité politique, mais là, c'est avant l'indépendance, il y a cette idée de parc. Après l'indépendance, on construit le Parlement. Et puis après, pendant 100 ans, là, ils ont fait l'opéra, le stade olympique dans les années 50, puisqu'il y avait les Jeux olympiques. Ils ont fait l'opéra dans les années 80, ils ont fait le Palais des Congrès quand il y a eu les accords d'Helsinki en 1975. Et là, ils viennent d'ouvrir le Philharmonique et ils vont faire la Bibliothèque nationale. Donc en fait, tous les projets, un peu l'idée un peu du projet territorial d'Helsinki, on va dire, s'organisent autour d'une idée, qui est cette idée de grand parc. Il n'y a jamais eu de plan masse, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le plan masse de 1911, il n'y a pas eu, c'était plus petit en 1911, il y avait juste l'idée. On respecte juste, on est juste en train, comment dirais-je, de suivre une idée, de suivre un fil. Et c'est-à-dire que la question urbaine, qui est très souvent une question technique, qui est une question de plan, de planification, ou une question un peu comme ça, où on dit il y a le roi, ou il y a le prince, ou il y a le maire qui décide, et parce qu'il est là, tout marche, elle peut aussi se transformer en une question culturelle, qui accompagne en fait une cohérence dans la durée, sans prédestination, c'est-à-dire sans figer les choses à l'avance dans un plan. Et ça, je prends cet exemple parce que, alors, je ne dis pas qu'on fait la même chose sur Rosé, ça serait présomptueux, mais en tous les cas, c'est peut-être ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire que si une idée générale, en fait, émerge, qui est un peu fédératrice, indépendamment, je dirais, des détails et du fait que les projets sont toujours à faire et qu'il y a toujours des dizaines d'urbanistes et sans doute des dizaines de maires qui vont s'occuper de la manière dont les choses vont se faire. Il y a les habitants de maintenant et puis il y aura leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Ça peut être, moi je trouve, c'est ça qui me fascine en fait, hein, dans le sujet que vous posez. Alors, sur ce sujet-là, ils ont organisé, par exemple, vous voyez, c'est pas une plaisanterie, 30 000 habitants, 17 000 emplois, 12 000 étudiants, 2 universités, un parc scientifique. Donc ça, entre 95 et aujourd'hui, ça fait 20 ans de travail. Là, il y avait une ferme, ils l'ont gardée, il y a 300 hectares de ferme en plein milieu de la capitale, avec des vaches et tout ça, c'est devenu le parc des gens qui sont là. C'est pas romantique, hein, c'est une vraie ferme, c'est qui produit. En plus, c'est un centre de recherche à cette université. Il y a un parc linéaire ici. Toutes les anciennes zones industrielles qui étaient là, le port, sont en train de muter. Ils ont gardé des équipements culturels. Il y avait des vieux villages qui habitaient ici. Bref, qu'ils ont conservés. Et puis, il y a la zone Natura 2000, ici, 1000 hectares de zones de reproduction et d'accueil des oies sauvages qui sont intégrés au projet urbain. Pour dire qu'on peut faire, parce qu'en France, on a le rapport à la nature est toujours ville-nature, c'est conflictuel, c'est forcément conflictuel, c'est un truc culturel. Donc on avait pendant longtemps, la philosophie c'était on évite et on interdit. Après on a eu la phase compensation, c'est-à-dire qu'on fait mais on compense. Ça veut dire qu'en gros on considère que le projet est une perte et qu'il faut restituer l'équivalent ailleurs. Là ils ont un cran d'avance, hein, ça s'appelle l'enrichissement. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent qu'un projet, il améliore la situation. C'est-à-dire qu'après le projet, ça peut être mieux. Et c'est un peu l'hypothèse de Rosé au départ. C'est-à-dire que Rosé, on pourrait dire, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de projet.
Sauf que quand on y va, à part quelques endroits extrêmement sympathiques, dans les berges très très beaux, en zone humide, les villages qui sont très jolis et tout, on voit en fait des immenses hectares de parking et de boîtes commerciales. Et on peut penser en fait que un projet sera toujours là pour améliorer la situation du point de vue du paysage, de la trame verte, même de la qualité des lieux, tout simplement, de la perception qu'on peut avoir. Donc ici, vous voyez ces oies sauvages là. Donc il y a les enfants qui passent au milieu, donc ça marche en fait, c'est ça aussi, c'est pas juste un fantasme, c'est une chose très concrète. C'est en septembre, fin septembre, les oies sauvages avant qu'elles partent vers le sud. Tout ça, alors évidemment, c'est pas le même paysage. D'ailleurs, ça pose des questions parce que la question m'a été posée de la manière dont effectivement, pour l'instant, on n'a pas détaillé. Le projet n'est pas détaillé, il est à faire. Mais grosso modo, c'est évident que le rapport à la rive, ça sera pas celui-là. Là, on est sur le granit qui descend dans l'eau, fraîche, qui est en plus baignable là par contre parce qu'elle est moins dangereuse que. Enfin, la Loire est quand même hostile. Hein. Enfin, elle n'est pas. C'est pas un lagon de l'océan Indien. Hein. Voilà. Donc ensuite, comment on a fait? Donc on a d'abord commencé par regarder évidemment la carte historique. Donc ça s'appelle pas les îles pour rien. Ça c'est la carte de 1800, milieu 19e, hein, carte d'état-major. Donc on voit bien Saint-Jacques, Pont-Rousseau, le bourg de Rezé, les trois villages, la rue principale, la Madeleine, enfin l'axe majeur là, avec ce qu'il y avait sur l'équivalent de l'île de Nantes, mais qui était traversé par toute une série de bras et avec des marais. Voilà, l'île Feydeau qui est ici est bien entourée d'eau, et puis le bord qui est au nord de l'île Feydeau, enfin, qui était le bord de la terre sur la Loire. Pareil sur ici, où on a des tracés d'ailleurs dont certains subsistent. Aujourd'hui, on reconnaît dans le tracé des voies la rue Ordronaux, par exemple, qui est un tracé un peu bizarre quand on la voit pour la première fois, mais qui correspond vraisemblablement à des questions de sous-sol, de la préexistence, de ce qui était bien effectivement. C'est pas une usurpation lexicale, la haute île et la basse île, c'est-à-dire des îles. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais la conséquence, c'est que en bleu clair, là, je suis c'est un peu clair, on est dans des zones d'extension de crues, donc en zone inondable. Aujourd'hui, hein, potentiellement, effectivement, enfin, je pense que ça arrive d'ailleurs de temps en temps, de montée des eaux, qui est assez conséquente. La Sèvre qui est ici, je rappelle, pour tout le monde connaît par cœur, mais Pierre Mille. Donc, ça, en plus, moi là, j'ai mis les deux côtés parce qu'il y a toujours. Moi, je suis pas nantais, mais j'ai bien compris qu'il y a une histoire rive nord, rive sud, une qui est encore active, mais qui est intéressante de contraste. Mais c'était pareil chez les Romains. Hein. Il y a donc en fait Rosé et puis l'implantation là sur Nantes. Ça, c'est des extraits du tissu urbain d'aujourd'hui, mais qui correspond au moment de la carte d'état-major, ce qu'il y avait en fait à l'époque. Ce qu'on voit bien, c'est l'idée du front continu. L'idée en fait qu'il y a un front, comme il y avait à Stockholm tout à l'heure. En fait, le quai de la Fosse, c'est plutôt l'équivalent de l'image que j'ai montrée de Stockholm, c'est-à-dire un front bâti en façade sur le fleuve. C'est une manière très urbaine, effectivement, pas du tout naturelle ou pas du tout paysagère, mais qui marche très bien. Et que, au contraire, au sud, on a une constellation ou un archipel, je ne sais pas comment on peut appeler, qui aujourd'hui est encore quand même très présent, quoi. C'est-à-dire, c'est des villages, des pics qui se sont évidemment étirés, maintenant il y a des maisons partout là. Et puis là, mais en gros, on a quand même ici des centralités diffuses, la nature étant au milieu, alors qu'ici on a un front, ce qui quand même suggère, nous, ça nous a suggéré assez vite le fait qu'il y avait deux dans le centre de l'agglomération, en dézoomant, comme je le faisais tout à l'heure, quand on voit Saint-Nazaire en même temps, et qu'on dit le centre de l'agglomération, en gros, il y a deux, c'est comme Janus, il y a deux côtés, quoi. Il y a le côté vert, côté sud, potentiellement vert, en tous les cas, qui pour l'instant ne l'est pas beaucoup, et le côté plus minéral, plus avec la rue. Enfin, d'un côté, on est plutôt de l'ordre du parc, potentiellement, et de l'autre côté, plutôt de l'ordre de la rue, ou du quai. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici, très clairement entre les deux rives. C'est-à-dire ici on a un quai et ici on a une rive avec la vase, avec le marnage, etc. qui a ses effets. Et puis entre ces deux
manière d'organiser le territoire. Il y a la ville des gros objets, là, qui rend à Toussus et l'île Massé moins, comment dirais-je, moins étonnant, parce que quand on y va, on se dit que c'est bizarre, cette zone un peu suburbaine, en plein milieu de la ville, au lieu d'être en périphérie, elle est au milieu. Pourquoi? En fait, c'est simplement que toute l'activité économique était rassemblée autour de la Loire, puis il y avait une sorte de remblais, de terre-plein, tout ça, un peu utilitaire, qui se sont remplis petit à petit, et qui ont fait qu'on a trouvé ça naturel d'implanter de l'activité. Alors, le rapport à la Loire maintenant, dans les principes, enfin je dirais maintenant j'ai donné quelques pistes de travail sur lesquelles on a travaillé dans ce projet. La question de la Loire, c'est pas que la trame verte ou la question de la rive ou les villages, etc. C'est le fait que ça donne une respiration, ça a l'air évident. En gros, il y a une césure tout d'un coup dans le paysage, il y a un recul, et que ce recul révèle les objets qu'on a pris l'habitude de voir de manière un peu naturelle dans le paysage, les gros objets, hein, le béguincet, les grues, le hangar à bananes, comment ça s'appelle, les carrières du Bas-Chantenay sur la colline de Sainte-Anne, le Corbu, la collégiale sur Bougnet, etc. La tour, enfin il y a toute une série d'objets qu'on voit d'une rive ou de l'autre grâce au fait que le fleuve offre un recul. Une série de dessins qu'on a fait là qui expliquent la beauté du site quelque part avec ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire ce recul-là, donc là c'est vu de l'île de Nantes, qui est en fait offert. En plus, ce qui est génial avec les fleuves, c'est que c'est de l'espace public et du paysage qui coûte rien, c'est cadeau total. C'est-à-dire qu'en gros, tout d'un coup, on a une immense surface qui est là, qu'on a gagnée, sans avoir eu ni à l'aménager, ni à l'acheter, ce qui est toujours le cauchemar de l'aménageur, est-ce qu'il faut acheter? Non, là, en fait, on l'a, quoi. Et ce qui donne une qualité extraordinaire. Et puis, on a quelques, disons, principes. Donc, le premier principe, c'est qui sont des orientations, hein. Restituer la continuité, qui n'existe pas pour l'instant, de la promenade. Elle est complètement hachée, alors sous des formes qui peuvent être, qui sont pas définies. Mais disons, en tout cas, c'est un principe un peu général. L'accès aux rives, qui va avec la continuité, ça c'est sur Pierre-Mille, c'est pas une invention, c'est un lieu enfin il n'y a pas le banc, mais sur la pointe du Pierre-Mille, donc la pointe de la Confluence, il y a des endroits extraordinaires, hein. Le pont est magnifique, il y a Béguincé derrière. À cet endroit-là, l'image est à peine trichée, on voit peut-être un peu plus de bâtis, mais grosso modo, on oublie qu'on est en ville, quoi. On oublie complètement. Alors, c'est un endroit qui est qui est pas aménagé, qui est un peu une chose un peu secrète, un peu bizarre, oui, mais qui potentiellement est extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire. Ça existe aussi. C'est Norcuse, la petite opération de logement qui a été faite avec son accès, là, la petite passerelle, le bout de péniche la grue qui est en face, un chemin mais qui est pas continu, enfin qui redébouche sur 30 mous, mais qui s'arrête après, enfin qui continue pas. Mais où on voit que ce rapport à l'eau, il n'est pas que fantasmé, c'est-à-dire il est réel et il existe déjà sur le site. Ce qui veut dire que, évidemment, comme on va pas. Parce que l'idée, évidemment, de ce projet, ça ne va pas être de tout démolir, ni les villages, ni même les activités, parce que les activités économiques qui peuvent rester qui vont se renouveler, mais qui vont rester. C'est plutôt d'épaissir, en fait, cette trame, ce système paysager, qui aujourd'hui est uniquement pensé pour la voiture, et en fait, c'est uniquement des rues. Ce que permet un projet, quoi. C'est-à-dire, si on fait un projet, évidemment, on peut faire ça. Sinon, s'il n'y a pas de projet, ça reste comme ça, jusqu'à ce que ça. Donc, d'épaissir. D'utiliser la route de Pornic qui fait bien partie du système, puisque la route de Pornic, par exemple, toutes les zones vertes qui sont là, comme c'est des zones inondables, en fait, elles font. Là, la Jaguère, par exemple, qui arrive, cet endroit-là, qui est une zone humide, là, inondable, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte parce qu'on va faire les courses quand on passe en voiture. Mais en gros, si on regarde attentivement, c'est un endroit qui est extraordinaire du point de vue écologique et du point de vue paysager. C'est absolument magnifique. Donc, cette avenue qui est en fait une sorte, ce qu'on appelle un parkway en urbanisme, c'est-à-dire une avenue-parc, potentiellement. Parce que là encore, elle est très peu plantée, elle n'est pas aménagée pour passer en vélo,
elle pourrait devenir quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Un autre principe qui est l'idée qu'il faut accentuer ou accompagner mieux les traversées, Saint-Jacques jusqu'à Pierremille, le long des voies, le chemin de fer là, qui dessert le port, vers Autil, la rue Schlöcher, le pont des Trois Continents, qui entre parenthèses est l'entrée sud de l'hôpital. Bastille, et puis derrière le secteur des Sablières ici, contre le port finalement, près de la rue de Californie. Bon, tout ça pour constituer petit à petit, ce qui n'existe pas pour l'instant, une trame verte plus ou moins épaisse qui peut varier, hein. Là encore une fois, moi je suis pas un amoureux du plan masse, je pense qu'il faut donner des pistes, après tout ça c'est variable. Le projet, il reste à faire. Par contre, l'idée de garder une trame verte la plus épaisse possible pour permettre justement des parcours et une qualité paysagère un peu inédite, qui est un peu l'offre, je dirais, la, une urbanité alternative par rapport à ce qu'il y a au sud, sur la rive, dans le quartier de l'île de Nantes ou sur la rive droite. Bon, tout ça, c'est des choses, c'est juste pour rêver un peu, mais vous connaissez mieux le site que moi, le rapport avec le Bas-Chantenay en face aussi, là on est vers le pendule, là, on regarde vers la pointe de l'île. Ça, c'est juste une image qui n'existe pas, mais qui potentiellement, c'est-à-dire qu'on pourrait, si on habite là, ça veut dire, enfin, on peut avoir une terrasse. Enfin, le rapport évidemment au fleuve, c'est aussi. Alors j'ai mis quelques exemples pour montrer. Là, c'est sans doute un peu plus haut que ce qu'on aurait en bord de fleuve, mais grosso modo, c'est à Berlin, là, donc on n'est plus à Helsinki ni à Copenhague, on est à Berlin, sur des quartiers qui se sont transformés sur des friches après Berlin-Est. C'était anciennement Berlin-Est, donc c'est des immeubles récents qui ont une vingtaine d'années, au bord de l'Achepré. Alors sur l'Achepré, oui, on fait du ski nautique, parce qu'il y a des barrages et que c'est calme. Mais il y a un parcours public, il y a des jardins privés, les gens ont un balcon. Bon, c'est des choses assez simples, c'est pas forcément... mais c'est pour montrer qu'une urbanité assez ordinaire... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien la séquence des trois images, là. C'est à peu près quelques centaines de mètres sur la même promenade. Quand on se promène, ça a été pris le même jour. Donc, il y a une maison, il y a un petit immeuble de 3 niveaux, il y a des immeubles un peu plus hauts. Donc, il y a aussi des variétés. Il y a une chose en commun à tout ça. Ce qui est en commun à tout ça, c'est que c'est pas un front continu, c'est un bâtiment, un jardin, un bâtiment, un jardin, un bâtiment, un jardin. Et ce qui fait qu'on a l'impression que les bâtiments sont insérés en fait dans l'épaisseur de la rive. Et que c'est l'idée de la... Parce que comme on peut pas tout libérer, en fait, si on construit, ça veut dire qu'il ne faut pas construire comme sur le quai de la Fosse. Il faut construire de manière un peu comme on peigne, quoi. Bon, ça c'est de l'autre côté, avec un peu quartier qui est plus neuf, donc les arbres sont moins poussés. Bon, puis il y a un rapport direct comme ça. Voilà. Et puis, dernier point, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a... Alors là, on voit bien la rive, là, avec... donc ça, c'est d'ailleurs la pointe de Pierremille, là. Hein, on voit les cliniques nantaises, là, la pointe de Pierremille, le pont du chemin de fer, l'unité d'habitation. On a dû faire une simulation parce que le but d'une étude comme ça, c'est de faire une faisabilité, en gros, pour savoir si c'est économiquement possible d'engager un projet. Si c'est sachant qu'il y a des habitants, mais il n'y a pas que des habitants, il y a aussi des entreprises. C'est pas négligeable, toute une série d'entreprises et des commerces qui sont aussi des entreprises d'ailleurs. Donc il y a toute une série d'acteurs économiques, d'habitants, d'usages installés, etc. Donc pour être sûr de pouvoir engager un projet, il faut être sûr de pouvoir faire quelque chose. Parce que pour l'instant, en fait, par exemple, dans la doctrine de la zone inondable, il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait rien faire. On tolérait le fait qu'éventuellement une maison, et encore si elle pouvait ne serait-ce que rajouter 3 mètres carrés d'extension, éventuellement peut-être, on va y réfléchir, mais il y avait une doctrine très protectrice, quoi, très... je pense que la doctrine évolue, et en tous les cas sur ce secteur, elle a évolué parce qu'on est allé
travailler avec les services de l'État qui sont responsables de la question des risques, en leur disant, bon d'accord, la question des risques c'est une des politiques publiques, mais dans les politiques publiques il y a aussi la biodiversité, il y a aussi le fait qu'il faut arrêter l'étalement urbain, donc là on est dans une zone centrale, ce serait peut-être intéressant qu'il n'y ait pas que des caisses avec des entrepôts, mais qu'éventuellement il y ait des nouveaux logements, etc. etc. La biodiversité, le paysage. Et donc on est allé les voir en leur disant, le principe c'est comme à Helsinki, en gros, s'il y a un projet, il bonifie la situation. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'un projet va améliorer la situation sur différents niveaux, y compris sur le sujet de la résilience, c'est-à-dire que de la capacité d'adaptation en termes de crue, le fait que quand il y a une crue, on est capable de continuer à sortir de chez soi à sec, etc. Et où on a proposé des solutions, en fait. Alors, Norcuse, c'est comme ça, par exemple, aujourd'hui. C'est du R+1 ou R+2, avec R+2 plutôt, 2 étages, avec un parking comme ça. Mais il n'y a pas que ça, on peut faire un léger surélevé légèrement, en refaisant une noue à côté pour compenser, on peut faire du demi-enterré, on peut avoir des locaux en rez-de-chaussée qui peuvent être inondés. Un local de réunion, ça peut être inondé de temps en temps, c'est pas pareil qu'une maison, bon, etc. Un immeuble de 2-3 niveaux, si on le surélève, on peut avoir etc. Donc toute une série de dispositifs. Sachant que, alors là c'est des esquisses, ça préjuge de rien, hein, là aussi le projet il est à faire, mais c'est peut-être pour travailler avec eux sur le fait que ce que vous voyez en jaune là, c'est un peu un système, alors quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est un peu comme Ville-Lacus, c'est-à-dire on peut se promener hors d'eau en cas de crue, donc pas en voiture, mais à pied, c'est-à-dire que s'il y a 3 semaines de crue ou 2 semaines de crue, on va à l'école et on va au travail à sec. Donc on a fait une étude de simulation faite par rapport à la hauteur d'eau, où est-ce qu'il faudrait faire des levées de terre ou des estacades, ou une estacade c'est comme une jetée, pour pouvoir continuer à se déplacer dans un paysage. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça, on imagine que tout ça, avec les stationnements dessous, là, on imagine que tout ça, ça fabrique un paysage qui est pas contradictoire avec l'idée qu'on peut avoir aujourd'hui vers Transmou, dans la zone humide là, ou à côté de Colas là, ou bien sur la rue Leclerc, ou bien derrière Norcuse, etc. C'est-à-dire un paysage qui effectivement est très différent de celui qu'on a sur la rive nord ou même sur l'île de Nantes. La très très belle, je vais terminer, j'ai juste quelques images. Donc ça, c'était simplement des images qu'on a utilisées pour montrer, alors ça c'est un parc, donc il n'y a pas les bâtiments, mais dans la boucle de l'Èbre, pardon, parce que l'Erdre c'est autre chose, l'Èbre, donc c'est à Saragosse, un vocabulaire de paysagers, de rampes, de noues, de pontons, de levées de terre, etc., qui identifie, enfin qui donne une qualité en fait particulière à ce lieu, potentiellement, très intéressant, et qui lui permet de fonctionner aussi en cas de crue. Donc voilà un peu une sorte de trame d'idées, de principes qui ont permis pour l'instant d'avancer sur ce site comme vous le voyez, en réfléchissant à des questions de voisinage. Qu'est-ce qui se passe avec les commerces, qu'est-ce qui se passe avec la petite zone humide, etc., avec les villages, etc. Mais en intégrant bien cette zone, parce que moi je suis convaincu que tout ce secteur, en fait, qui est d'ailleurs très contrasté, hein, c'est un enjeu de métropole, c'est-à-dire c'est un enjeu, parce qu'il est au bord de la Loire, en fait c'est un enjeu de l'accès à la rive. Ce qui ne veut pas dire qu'il est partout égal, qu'il n'y a pas des endroits plus secrets que d'autres, qu'il n'y a pas des endroits plus boisés que d'autres très ouverts au contraire, qu'il n'y a pas toute une variété en fait qui fait que ce rapport au fleuve peut prendre des qualités, des usages aussi plus ou moins domestiques, plus ou moins publics. Mais de toute façon, en fait, on est à une échelle ici métropolitaine qui intéresse bien le débat que vous avez mené sur la Loire, traversant Nantes, mais aussi toutes les autres communes. Voilà.
Alors d'abord, je veux vous remercier au nom de la Commission de cet exposé à la fois précis et sensible sur un beau projet qui donne à rêver et à voir. Alors du coup, je m'autorise une question quasiment proustienne. Dans quelle mesure la mémoire du fleuve à Nantes peut-elle être retrouvée et sauvée? Et n'est-on pas, parfois on a un peu le sentiment qu'on est un peu à la recherche du fleuve perdu? Alors, ce qui est sûr, c'est que on l'a vu sur les cartes historiques, c'est-à-dire que le fleuve ressemblait, enfin, le fleuve était plus proche de, je vais remontrer l'image, de quelque chose de cet ordre qu'aujourd'hui, effectivement, les quais ont été construits. Donc, on est dans un rapport au fleuve où on est sur une construction. Ici, ça veut dire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la photo aujourd'hui, mais que ça change. C'est-à-dire que ce fleuve, quand je disais il est hostile, c'est pas tout à fait exact, il est mouvant, il est extrêmement mouvant. Donc si le fleuve de Nantes, la Loire, ici, c'est le mouvement, c'est ce rapport un peu ambigu à la terre, à la vase, à la végétation, etc. C'est sûr qu'il y a très peu d'endroits dans le centre de l'agglomération où ça persiste, si ce n'est dans ces lieux-là. Donc je pense effectivement, on a là l'occasion de retrouver en fait l'expression ici de cette mémoire des îles telles qu'on les avait avant dans les cartes, là, qu'on ne va pas retrouver, c'est parce qu'on ne va pas tout d'un coup. Et donc, mais par contre, ce rapport-là, en fait, particulier, je pense qu'on peut l'avoir effectivement à cet endroit. Et on l'a déjà, enfin de fait, on l'a déjà. Hein. Là, je réinvente rien, c'est présent sur le site. On a le sentiment, et on va voir les 5 projets urbains au cours du thème numéro 4, que vous êtes le projet qui nous permet peut-être de plus vivre au bord de la Loire. Et en même temps, vous avez beaucoup de contraintes. Le bruit, les inondations. Et comment vous allez gérer toutes ces contraintes et cette envie de vivre ou voire de travailler en bord de Loire? Alors déjà, l'inondation, c'est une contrainte qui peut avoir des effets sur l'habitat, etc., qui sont désastreux. Mais du point de vue, enfin, sur un paysage comme ça, par exemple sur la rive, le fait qu'il y ait un marnage, c'est plutôt intéressant. Donc c'est une contrainte, mais qui amène quelque chose quand même à justement cette lecture du fleuve. Moi, je pense que le site, il fait de face Bachantenay jusqu'à Pirmille, Saint-Jacques, on est quand même sur plusieurs kilomètres. On a 2,5 km, 2 kilomètres. On va pas. L'idée, alors, on n'a pas dessiné de projet là. On n'a pas le projet, il est à faire. Mais je le répète. Mais par contre, il y a des idées quand même. C'est-à-dire que ça peut pas être, me semble-t-il, hein, c'est pas les quais du Rhône par exemple. C'est-à-dire c'est pas 2,5 km de promenade, un peu tout pareil, où tout est ouvert et où on voit la rive d'en face tout le temps. Il y a forcément des gros contrastes, pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons, parce qu'il y a des endroits qui existent, la zone humide, enfin, et puis c'est même bien d'en recréer. La question de la profondeur, il faut donc avoir des séquences boisées un peu plus secrète. C'est intéressant, c'est un peu plus secret. C'est-à-dire le fleuve, on le redécouvre quand on passe les arbres ou quand on est à côté. D'un coup, il se masque, il est caché. Ça, c'est important. Ensuite, si c'est fréquenté, c'est déjà fréquenté. Et une rive comme ça, quand elle est fréquentée, elle est relativement fragile. Donc, je veux dire, en termes écologiques, elle est fragile. Donc, il y a forcément les accès à l'eau. C'est pas la plage des Caraïbes, quoi. C'est-à-dire les accès à l'eau sont forcément ponctuels et à peu près maîtrisés, c'est-à-dire sous forme plutôt de pontons, d'estacades. C'est pas une plage, quoi, parce qu'on est dans la vase et on n'est pas dans un endroit. C'est pas Helsinki avec le granit tout propre là qui descend dans l'eau, sur lequel on peut marcher. Il y a donc une fragilité du milieu qui fait que les accès vont forcément être ponctuels. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on a une visibilité comme ici, d'une rive en fait, dans son entièreté sur 100 mètres ou 200 mètres. Et je pense que c'est ces contrastes-là qui sont intéressants. C'est-à-dire l'idée d'un parc ou d'une continuité ne veut pas dire qu'on a une idée de paysage et qu'on la tire jusqu'au bout, quoi. Et ça tombe bien parce qu'en plus il y a beaucoup de choses qui existent sur le site et donc qui de toute façon donnent un rythme. Très bien. La Commission manquerait à son devoir si vous ne posez pas cette question. Dans l'état de votre projet, quelle est votre appréciation sur la question des franchissements au regard du périmètre de votre projet?
Alors sur la question des franchissements, je vais mettre un plan comme ça, parce que juste pour se repérer, hein. Alors, au début de l'étude, on avait regardé la manière dont les flux fonctionnaient, et la question du franchissement ouest, à l'ouest du site, qui est souvent évoquée, elle était apparue, mais elle apparaît à une échelle qui est une échelle de supra, c'est-à-dire qui est plutôt des besoins, non pas de quartier, mais des besoins d'agglomération. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en gros, les quartiers, quelle que soit leur évolution, ont pas forcément. Il y a déjà la navette, là, qui marche bien, de 30 mots au tramway, mais grosso modo, il n'y a pas besoin, pour faire fonctionner ce quartier, d'un pont nouveau ou d'une liaison. En tous les cas, nous, c'était notre diagnostic. Et s'il y a besoin d'une liaison, c'est parce que quand on regarde le schéma, il y a le pont de Cheviré, mais qui est encore à une autre échelle, qui est vraiment l'échelle de Rocade. À l'échelle infra-urbaine, c'est-à-dire à l'intérieur de l'agglo, c'est vrai qu'il manque un lien. Donc c'est logique, je dirais, en termes d'expertise de flux, c'est logique qu'il y ait un lien qui manque. Après, moi, ici, il y a le port. Alors, après ce que j'ai dit, on pourrait dire, il va nous dire le port, c'est bien, ça va devenir un beau parc et tout ça. C'est exactement le contraire de ce que je pense. C'est-à-dire que les images assez hédonistes, plutôt genre où on a envie de boire du muscadet et de se laisser aller sur une chaise longue face au fleuve, que je suggère qui renvoie plutôt à l'espace domestique de la maison, en fait, sont très bien pour certains éléments du projet, qui existent déjà d'ailleurs. Mais en fait, c'est très bien, c'est une chance extraordinaire qui est sport. Parce que la Loire, c'est aussi l'activité économique. Et si on a la chance d'avoir un port en centre-ville, je trouve ça extraordinaire, moi. Donc, heureusement, ça ne dépend pas de l'urbaniste que je suis, mais il faut absolument donner les moyens à ce port de fonctionner. Et donc, c'est clair que si un viaduc le perturbe et empêche à terme le fonctionnement du port, c'est quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable d'un point de vue urbain. Le port est une chance d'un point de vue urbain. C'est ça que je veux dire. On peut passer derrière, enfin je veux dire, les vélos peuvent passer derrière, enfin on se débrouille, c'est pas la question. Donc en gros, le franchissement, s'il y en a un, il ne peut pas gêner le port, quoi. Ensuite, ça paraît assez logique qu'il soit plutôt à cette hauteur, ce qui milite plutôt, c'est-à-dire que c'est vrai que s'il y a un tunnel, il est plutôt là. Parce qu'après, on pourrait se dire, mais le franchissement, finalement, il pourrait être là. Et moi, par contre, là-dessus, en termes d'urbaniste, je pense que s'il y a un franchissement dont l'intérêt n'est pas interquartier, mais plutôt inframétropolitain, il ne doit pas couper un quartier en deux. Ça paraît évident pour tout le monde. Et de toute façon, c'est mieux qu'il soit entre un quartier, enfin, qui est composé, et le port, quoi, en interface. S'il y a quelque chose, c'est forcément. Donc ça, c'est pour ce qui est ouest. C'est ma réponse d'urbaniste qui n'engage que moi. Et ensuite, il y a une autre question qui est celle-là, que je trouve très importante, parce que le nouveau CHU, qu'on a tendance à voir de Nantes, c'est-à-dire qu'on le voit depuis le nord et on va vers le sud, en fait, c'est aussi un CHU, CHU régional. J'ai pas la carte, mais je l'ai la carte quelque part. Mais enfin, en gros, les gens qui viennent au CHU, c'est même pas la métropole Nantes-Saint-Nazaire, hein, c'est bien au-delà. Et en gros, c'est l'entrée sud du CHU, c'est le pont des Trois Continents et la rue Victor Schloesser. Donc c'est clair qu'il y a un rapport très intéressant là, entre l'hôpital et ce qui va se passer ici, sur le terrain des abattoirs. Parce que c'est l'entrée de l'hôpital, quoi. En gros, de l'île de Nantes, c'est l'entrée de Nantes aussi, mais c'est aussi l'entrée de... Et c'est possible effectivement que ça soit nécessaire, parce qu'il y aura sans doute à terme, enfin c'est même presque sûr, mais un transport en site propre, dont on ne connaît pas ça dépend de plein de choses, on ne sait pas si c'est un tramway, un chronobus, etc. Mais en tout cas, un transport en site propre. Donc c'est possible qu'il y ait besoin de redimensionner le pont, mais en tous les cas, dans une manière, j'irais moins routière. Aujourd'hui, c'est un pont routier, quoi. Qui servait à la logistique pour arriver aux mines et tout ça, ça va devenir un pont urbain, quoi, en gros. Donc je pense que le caractère de ça, c'est vraiment très intéressant. Il va changer et ça va être très intéressant. Pour l'instant, on va de pas grand-chose à presque rien. En termes urbains, je veux dire. On va là être entre un CHU et un quartier, ça change tout, en fait. C'est absolument une mutation considérable.
Dernière question, on voulait vous poser, vous êtes en charge de ce projet-là, et en même temps il y a d'autres projets juste en face. Il y a l'île de Nantes avec le futur CHU, et puis il y a le projet du Bas-Chantenay. Donc vous allez avoir des voisins, des nouveaux paysages. Vont-ils tous se ressembler? Et puis au milieu il y a la Loire, quoi. Donc comment vous allez vous organiser? C'est quoi votre vision par rapport à vos voisins? Alors, j'avoue que les voisins en question, en termes d'urbanisme, hein, que je connais, parce que je connais bien Bernard Hachion et Marcel Smet, mais grosso modo, pour l'instant, on a eu l'occasion de discuter, mais assez peu. Mais essentiellement dû au fait que, comme je le disais tout à l'heure, les projets sont pas suffisamment avancés pour qu'on en soit à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le détail? Parce qu'en gros, pour savoir ce qu'on fait dans le détail, encore faudrait-il qu'il y ait du détail, ou qu'on soit en train de se poser la question du détail. Je pense qu'il y a évidemment un lien très très fort, j'ai montré une image tout à l'heure, mais un petit croquis où on est en face du Bas-Chantenay, où effectivement le rapport à la rive d'en face va être très important. C'est exactement la même chose ici, entre ce qui se passe sur le CHU et cette rive-là. Il y a évidemment des interfaces à trouver, mais je pense qu'elles sont plutôt devant nous que derrière nous. C'est-à-dire que j'espère bien qu'il y aura une coordination étroite, parce que le fleuve, effectivement, est fabriqué par ces deux rives, qui doivent être coordonnées, évidemment. Je suis bien d'accord.